Avant de vous conter la légende de Mokadik, la terreur du Pacifique, je vous rappelle que cette chaîne ne vit pas des publicités ou des placements de produits, mais uniquement de la générosité de ses spectateurs. Si vous appréciez mon travail et ce que je vous propose, n'oubliez pas d'aller me soutenir sur Tipeee. Je mets dans un coin de l'écran une vidéo qui vous explique de A à Z pourquoi votre aide est essentielle pour maintenir les activités de cette chaîne. Mais trêve de palabres, reprenons le large. Dans l'auberge du vieux Taïwan, il y a quelque chose de particulier. Un trésor inestimable dont seuls les baleiniers connaissent la valeur. Comme tous les aubergistes, Taïwan range ses bouteilles sur des étagères derrière son comptoir. Certaines viennent de loin, car les baleiniers de passage ne manquent jamais de rapporter au vieux cul-de-jatte des torboyaux achetés au bout du monde. Vous verrez de rustiques boutanges sans étiquette en provenance directe de Nouvelle-Zélande, des bourbons américains, des sakés japonais et bien d'autres breuvages. Mais si vous êtes attentif, vous verrez, là, entre les bouteilles, une sorte de gros flacon. Malgré la poussière qu'il y a dessus, vous n'aurez aucun mal à constater que le liquide qu'il contient est doré. Sur cette bouteille, pas comme les autres, une vieille étiquette de papier jaune et racorni indique « Mokadik ». Deux mots que les terriens ne connaissent que rarement, mais que tous les baleiniers prononcent avec un respect qui suinte la crainte. Ce petit flacon, posé parmi les bouteilles, c'est de l'huile. Mais pas n'importe laquelle, elle provient de l'une des plus terribles baleines qui ait jamais écumé les océans, Mokadik. Aujourd'hui, ce terrible cachalot n'est plus, mais il a emporté dans son sillage plus d'un marin et plus d'une pirogue. À l'époque, on disait qu'on le croisait surtout aux abords de l'île Moka, un bout de terre au large du Chili. On reconnaît facilement cet îlot. Hormis une montagne aride et noire, il n'y a rien dessus. Lorsqu'on le rencontre, il est d'abord difficile de savoir si on a affaire à Mokadik. Il faut que la vigie de quart ait de bons yeux, car il ressemble à un nuage blanc qui file à la surface de l'eau. On le disait aussi gros qu'un navire, aussi pâle que la lune. Les marins qui ont survécu à une rencontre avec lui racontent qu'il n'est pas comme les autres cachalots. Son souffle est différent. La respiration des cachalots consiste en un jet oblique, très bref, qui se divise en deux, mais le sien est une aberration de la nature. Il est parfaitement droit et jaillit par intermittence. Le son même que fait le monstre en soufflant semble tout droit sorti de l'enfer et ferait frémir les loups de mer au cœur les plus endurcis. On dirait un geyser de vapeur qui s'échappe d'une soupape trop petite pour lui. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut dire. Ceux qui l'ont approché rapportent qu'il était effrayant. Contrairement à tous les autres membres de son espèce, une partie du corps de Mokadik était couverte d'un amas de bernacles qui ressemblait aux pièces d'une armure monstrueuse forgée par les océans. Son dos pâle était hérissé d'une vingtaine de harpons, des fers jetés jadis par les fous qui ont eu l'espoir de l'attraper, sans succès. Certains étaient vieux, rouillés et tordus, d'autres étaient encore raides et pleins d'orgueil. Dans son sillage, Mokadik traînait des dizaines de mètres de ligne, toujours vainement fixés au harpon. Parfois, selon les figures ou les combats qu'il réalisait bien loin du fil de l'eau, les cordages s'en mêlaient autour de lui. Pourtant, malgré son allure infernale, Mokadik n'était pas d'une nature agressive. Jamais il n'attaquait le premier, et certains disent l'avoir vu jouer avec entrain autour de leur navire avant de disparaître. Cependant, dès qu'on lui portait un coup, Mokadik le rendait au centuple. Combien de baleinières a-t-il broyé avec ses mâchoires, sa tête, son corps entier parfois? Combien de pirogues a-t-il brisé d'un seul coup de queue? Combien de marins furent entraînés dans son infernal sillage tandis qu'il plongeait dans les abysses? Combien de membres et de vies ses dents ont-elles mâchées? Nul ne le sait, mais on sait que, de nos jours, le vieux Mokadik n'est plus. Il a livré son dernier combat. Et je vais vous le raconter. Tout s'est passé là où tout avait commencé, dans les eaux qui entourent l'île Moka, au large du Chili. Un baleinier croisait dans ces parages, cherchant de quoi nourrir ses fondoirs à huile qui commençaient à s'assécher. La vigie roupillait, si bien que ce n'est pas elle, mais le capitaine lui-même qui aperçut, au loin, comme un nuage qui glissait paisiblement sur l'eau. « Diable, voilà un vieux potentat, les amis !» À Nantucket, une petite île de grande importance dans le commerce de la baleine, on appelle vieux potentat les cachalots mâles qui vagabondent solitairement dans les océans. « Tous aux pirogues, je crois que celui-ci nous fera au moins 100 barils. »
Aussitôt, les pirogues furent jetées à flot. Sur l'une d'entre elles se tenait un homme, trapu. Basané par le soleil impitoyable du Pacifique, il était encore jeune, mais, comme nombre de marins, son regard, chargé des merveilles et des horreurs aperçues aux quatre coins du monde, semblait plus vieux que celui des gens de son âge. Lorsqu'on le voyait à terre ou sur le pont, ses deux bras énormes, d'autant plus grands que l'homme était courteau, semblaient l'encombrer, l'embarrasser. Mais dès que quelque besogne de mer l'appelait, il se changeait en un diable vif capable de prouesses qui aurait laissé pantois les marins les plus aguerris. Le nom de cet homme ? Oh, il est aussi inconnu que celui de Mocadic est fameux. Nommez-le comme bon vous semble. Mais sachez qu'il était second à bord du navire sur lequel il servait. Ainsi, ce second était à l'arrière de la pirogue qui était sous ses ordres. Tout en godillant habilement, il commandait à ses hommes de souquer ferme, car la baleine au loin nageait à bonne allure, et il faudrait être généreux en effort pour espérer la rattraper. Souquez, comme si vous étiez nés avec l'aviron dans les mains, les enfants. Les hommes ne ménagèrent pas leurs efforts, et ils ramaient avec tant de vigueur qu'on aurait dit que chaque coup de rame planté dans les océans dégageait une gerbe d'étincelles en sortant. Au loin, le vieux mâle soufflait, et son souffle étrange ne manqua pas de piquer la curiosité de l'équipage. Au fur et à mesure que l'embarcation se rapprochait du cachalot, les yeux commencèrent à se plisser, les esprits à remuer, et les langues à se délier. « C'est Mocadic !» s'exclama l'un des matelots. L'allure de la pirogue faiblit légèrement. « Peu importe que ce soit le vaillant gentleman, ce n'est qu'un cachalot et un sac d'or qui nous attend si nous le capturons. Hardi les gars, souquez ferme !» L'équipage redoubla d'efforts, si bien qu'on eut bientôt rattrapé l'immense cachalot. Mais la bête avait dû entendre les marins s'activer et les hampes frapper le plat-bord. Alors que la pirogue n'était plus qu'à quelques brasses, le cachalot prit de l'élan et sonda, droit vers les profondeurs, comme s'il avait voulu laisser au second et à ses hommes une chance d'éviter le combat et de préserver leur vie. Sa queue, large comme une maison, s'enfonça paisiblement entre les vagues sans faire aucun bruit. Ne réduisons pas l'effort, il a dû sonder pour nager droit comme le font tous ses congénères. Montrez-moi que vous avez des bras, les enfants, et souquez à nouveau de bon cœur. Les hommes obéirent. Le second leur donnait la vigueur et le courage de défier le vieux cachalot. Ils continuèrent de ramer jusqu'à entendre un bruit de souffle. « Là, là, il souffle !» s'écria l'un des hommes en pointant une direction du bout de son doigt. « C'est notre chance, dorénavant soyez silencieux, il ne doit pas s'enfuir encore une fois, » ordonna le second. L'équipage lui obéit, et ils parvinrent à s'approcher de la gigantesque masse blanchâtre qui filait tranquillement à la surface de l'eau. « Allons les amis, mon fer a faim !» s'écriait joyeusement le harponneur en brandissant son arme. Plus on s'approchait du redoutable Mocadic, plus les bras des hommes semblaient faiblir et leur courage se dérober. Mais, malgré tout, l'animal fut enfin à portée de harpon. Le harponneur se dressa, son fer au poing. « Pique !» ordonna le second. Le harponneur, pourtant si hardi quelques instants plus tôt, sembla figé par la terreur. Tout son corps se raidit, à l'exception de son bras qui tremblait. « Pique donc, ou il va encore filer !» D'un geste saccadé et pathétique, le harponneur lâcha, plus qu'il ne le jeta, son harpon. L'arme n'atteignit même pas la cible et coula. « Du nerf, harponneur! Tiens haut ton fer, tiens-le ferme, et ne te précipite pas! Allez, pique! Pique fermement !» s'écria le second. Ragaillardi, le harponneur saisit un nouveau harpon à la pointe aussi acérée que le premier. Il reprit sa position à l'avant de la pirogue et visa. Mais à nouveau, son bras flancha, comme si la simple vue du cachalot suffisait à le plonger dans une indicible terreur qui obstruait tous ses mouvements et toutes ses pensées. Le harpon fut lancé, mais son manche ricocha pathétiquement sur le dos de la bête. Averti par le contact de l'arme, le grand cachalot renasqua bruyamment, comme s'il était excédé par cette traque sans répit que lui livraient les hommes. Il plongea à nouveau, mais, cette fois, il veilla à brandir haut sa queue et à l'abattre avec une puissance terrifiante. Fort heureusement, le second, qui depuis 20 ans chassait la baleine, connaissait bien les stratagèmes utilisés par ces mastodontes pour se défendre, et il avait donné l'ordre qu'on cule pour s'éloigner au plus vite. Mais les nombreux combats que Mocadic avait livrés l'avaient rendu rusé. Il refit surface et plongea vigoureusement de nouveau, juste à côté de la pirogue. L'énorme masse piquant vers les profondeurs forma un tourbillon, dans lequel la baleinière fut irrésistiblement emportée et dans lequel elle chavira, jetant tous les hommes en pâture à la mer. Pour un terrien, une baleinière qui chavire est le synonyme d'une inévitable mort, soit par l'eau, soit par la malice de quelque créature qui y vit. Mais pour les baleiniers, une embarcation qui chavire est, la plupart du temps, un simple inconfort semblable à celui qu'un ouvrier pourrait ressentir en voyant son outil se briser. Le marteau aux manches cassées se répare,
La pirogue chavirée se retourne. On attendit donc que le tourbillon se calme avant de remettre l'embarcation à flot. Fort heureusement, aucun homme ne s'était noyé. Le second, aussi trempé que furieux, ne put s'empêcher de déverser sa colère sur le pauvre harponneur que la superstition et la légende de Mokadic avaient paralysé de terreur. Les goulets d'eau salée qu'il avait avalés rendaient sa voix encore plus rauque que d'ordinaire. « Empoté de marin d'eau douce, toi, un chasseur de baleines ? Par Neptune, tu n'es bon qu'à pêcher les anguilles. Ose me maudire si tu n'as pas peur d'un cachalot. » Comme piqué par un serpent, le harponneur sembla se vider de toute l'énergie vitale qui l'animait. Sans mot dire, il sauta dans l'eau. Le second eut à peine le temps de regretter les amères paroles que lui avait dictées son courroux que le harponneur avait déjà disparu dans les flots. Vainement, on jeta des lignes de tous les côtés du navire dans l'espoir que le bougre en saisisse une et échappe à la mort. Mais rien ne se passa, et on ne revit jamais le pauvre harponneur. Rongé par la culpabilité d'avoir été si rude, le second ordonna qu'on remette le cap sur le navire, se jurant que sa prochaine rencontre avec le monstre serait sa dernière et que, ce coup-ci, il tiendrait lui-même le harpon. La nuit et le lendemain passèrent, et le navire resta dans les mêmes eaux. Alors que le soleil commençait son irrésistible et habituelle descente vers l'horizon, la vigie signala une horde de baleines qui nageaient paisiblement en jouant et en soufflant bruyamment. « Les voilà, ça brèche, ça crache et ça souffle, à 1 lieue d'ici !» Le capitaine fit ajuster les voiles pour ramener le navire au plus près du banc avant d'envoyer les pirogues à l'eau. La gamme de baleines était telle qu'on donna l'ordre d'y envoyer toutes les baleinières du bord. Celle du second fut la première à l'eau, et, même si la perte de la veille attristait encore les esprits, on se mit à souquer ferme et de bon cœur, en n'oubliant pas que chaque prise est un pas de plus sur le chemin qui mène à la maison. Toutes les baleinières se rangèrent derrière celle du second, qu'on savait fort habile et capable de voir les baleines à une grande distance. On s'approcha, mais les baleines se mirent à sonder, ne laissant derrière elles que des remous que le calme plat de la mer ne tarda pas à estomper. « Ne vous en faites pas, elles ne sont pas pressées. Même en ramant à faible allure, nous serons à côté d'elles quand elles remonteront. » On ralentit donc l'allure. En scrutant les flots, le second aperçut un baleineau qui jouait dans les rayons du soleil. Une aubaine. Oh, ce n'est pas avec un petit cafre qu'on tire beaucoup de barils, mais lorsqu'on le blesse, sa mère ne tarde pas à surgir et, elle, peut faire son compte de tonneau. Le second fit donc s'approcher doucement la baleinière, saisit son harpon, visa juste et fit mouche. La mère ne se fit pas attendre. Elle rejoignit son baleineau à la surface et le prit sous sa nageoire. Mais la pauvre bête, déjà moribonde, ne tarda pas à expirer, ce qui rendit la mère folle de rage. La gueule grande ouverte, elle chargea la pirogue du second, charriant de part et d'autre de sa monstrueuse tête des trombes d'eau et d'écume. Au même moment, un bruit assourdissant et une ombre qui masquait le soleil plongèrent tous les hommes dans une peur panique totale. Là, à quelques mètres d'eux, une monumentale masse blanche venait de surgir de l'eau. C'était Mokadic, la légende du Pacifique. Son petit œil, rendu parfaitement rond, tant la colère et la fureur semblaient s'être emparées de lui, croisa le regard du second. Le monstre se laissa lourdement retomber sur une baleinière, qui fut brisée net en deux. Le second, dont la vivacité d'esprit n'avait pas été engourdie par la peur, ordonna à ses hommes de souquer, car si la première attaque de Mokadic ne leur était pas destinée, la mère du Cafre, elle, chargeait toujours furieusement pour venger son enfant. La pirogue parvint à se dégager juste à temps, mais la baleine termina sa course sur 2 hommes qui se noyaient, ceux-là même qui étaient dans l'embarcation détruite par le grand cachalot blanc. « Ce ne sont que des baleines, hardis les gars, et haut les cœurs, la fortune vient nous tenter !» s'exclama le second pour ragaillardir les cœurs. Mais les cœurs avaient du mal à résister à la terreur que procurait un pareil chaos. La mère du baleineau fut harponnée et nagea furieusement au loin, emportant dans son sillage la baleinière dans laquelle les hommes se cramponnaient pour ne pas être éjectés. Le cachalot pâle, lui, refit surface face à la pirogue du second, comme s'il l'avait reconnu et était prêt à punir son audace. Après avoir soufflé bruyamment en propulsant un geyser d'eau salée au-dessus de son énorme tête, Mokadic battit sa queue et se mit à charger droit vers l'embarcation du second. Mais alors qu'il traversait un épais filet d'eau rougi par le sang du baleineau harponné, il stoppa net sa course et se courba, ne laissant poindre au-dessus de l'eau qu'un petit bout de son énorme dos hérissé de fer. « C'est notre chance, mes enfants. Nagez, nagez si vous voulez revoir vos belles de notre vieille Nantucket. Ramez, il n'y a plus que 10 vagues entre nous. Non, attendez, je n'en compte plus que 7. » Mokadic ne bougeait toujours pas, offrant son dos au harpon du second. Ce dernier visa sans trembler et jeta droit son fer dont le tranchant vint mordre la chair du Léviathan. Aussitôt le cachalot rua et se propulsa vers l'avant avec une vitesse incroyable, tirant derrière lui la baleinière qui semblait voler par-dessus les flots.
À bord, on tenait tant bien que mal. La ligne filait si vite que la rainure à l'avant du navire fumait. On évidait à la chaîne des seaux d'eau qui partaient presque immédiatement en vapeur. Brusquement, le monstre virevolta et reprit sa course en sens inverse, manquant de faire chavirer la baleinière. Le premier bout de ligne avait filé et était presque terminé, si bien qu'on en attacha un nouveau qui ne tarda pas à être emporté à son tour dans les flots à la suite de Mocadic. Un long moment passa, et le plaisir de la vitesse commençait à céder le pas à une grande inquiétude, car le filin poursuivait sa course, la moitié avait filé et on n'avait plus qu'une rallonge de disponible. Si Mocadic épuisait la réserve, il faudrait couper la ligne et la bête s'enfuirait. Le second se résolut à nouer le dernier bout au moment même où Mocadic voltigeait à nouveau, frappant la surface de l'eau avec son énorme queue. « Il sonde! Patience les amis, notre tour viendra !» Dans un maelstrom, le cachalot disparut sous les flots. Le bateau s'immobilisa et la ligne se mit à stagner. « Lovez le filin, les gars !» Aussi vite que possible, un matelot, celui qui se trouvait le plus près du seau dans lequel on range les cordages, s'exécuta. On était à court de rallonge, mais on avait encore de quoi tenir plus d'une 50aine de brasses. Sans que personne ne pût le prédire, la corde reprit soudainement sa course. Elle s'entortilla entre les doigts du malheureux matelot qui l'avait encore dans les mains. Le pauvre fut immédiatement happé, renversant au passage les autres hommes qui se trouvaient sur sa route. Son hurlement d'effroi disparut aussitôt dans un sinistre bruit d'éclaboussement. Rien ne pouvait être fait pour secourir le pauvre bougre. Ses camarades avaient à peine eu le temps de réaliser son malheur que l'infortuné matelot devait être déjà à plusieurs mètres sous les eaux, attaché à la ligne que le monstre blanc emportait avec lui dans les abysses. Le second était stupéfait. Ses espoirs de planter sa lance dans le flanc de Mocadic, la légende du Pacifique Sud, s'amenuisait au fur et à mesure que la réserve de ligne s'épuisait. Il ne restait plus que 20 brasses de filin à écouler. Si on arrivait au bout et qu'on ne coupait pas le cordage à temps, la pirogue serait happée dans les profondeurs à la suite du monstre, et tout l'équipage périrait noyé. Plus que 10 brasses de ligne, les hommes angoissés attendaient. Le second, résigné, avait saisi la hachette pour se préparer à couper le cordage. Encore 5 brasses, le second leva son bras, fixant le chanvre qui défilait sous ses yeux. 4 brasses, 3, maintenant 2, plus qu'une. Le second abattit sa lame droit vers la ligne, mais il stoppa net son geste, car le défilement s'était brusquement arrêté. Quelques instants se passèrent dans un silence oppressant. Le second donna l'ordre de haler à nouveau la ligne et de la lover dans les seaux. La chose fut faite avec la plus grande prudence, car personne ne souhaitait suivre le précédent et infortuné marin dans les flots. De longues minutes passèrent, laissant dans leur sillage une sinistre torpeur. Les autres baleinières du bord qui étaient encore à flot rejoignirent celles du second et demandèrent des nouvelles. « Mocadic a sondé il y a bientôt 1 heure, il ne devrait plus tarder. » Effectivement, il ne tarda pas. On vit une immense masse blanche arriver des profondeurs avec une vitesse prodigieuse. « Par le diable, il arrive en dessous de nous !» s'exclama le harponneur d'une pirogue en se jetant à la mer. La fin de sa phrase fut coupée par une immense gueule ouverte qui jaillit hors de l'eau et détruisit tout net l'embarcation. Les hommes étaient terrifiés. Mocadic venait de surgir des flots avec un élan formidable qui avait tiré son immense corps de plus de 20 mètres de long au-dessus de la surface de l'eau. Le second pouvait voir un des marins, un jeune mousse, se débattre dans l'immense mâchoire qui le retenait prisonnier. Le novice eut des mouvements grotesques, puis son corps ensanglanté retomba dans l'eau, inerte. Le monstre allait retomber sur le second et sa pirogue, si bien que ce dernier donna promptement l'ordre de ramer pour éviter le choc. Le contact fut évité de justesse, mais la pirogue fut secouée par les immenses vagues créées par le monstre. Pendant cette lourde chute du cachalot blanc, le second s'était muni de son louchet, une pelle tranchante fixée à un long manche. Il avait eu le temps d'en asséner 2 coups à la bête avant qu'elle ne disparaisse sous les eaux. « Courage les gars, j'ai atteint sa queue par 2 fois. Le tranchant de mon louchet est acéré, il ne pourra pas nous échapper. » Mais l'énorme Mocadic ne semblait toujours pas prêt à s'avouer vaincu. Il continua de nager entre les baleinières toujours à flot, répandant derrière lui un sang noirâtre. On évitait tant bien que mal ses coups, mais les hommes étaient à bout, presque incapables de fournir le moindre effort. Alors que le cachalot fendait les eaux à quelques brasses de l'embarcation, le second, épuisé par le combat, rassembla ce qu'il lui restait de force pour saisir sa lance. Il courut le long du bord et sauta, son fer acéré dans les mains. La lance s'enfonça profondément dans le monstre, qui émit un jet de sang épais et noir. Le second, lui, tomba dans l'eau. On se fit un devoir de le repêcher au plus vite et de ramer vigoureusement loin de Mocadic, qui se tortillait avec d'infâmes spasmes. L'écume bouillonnait autour de lui et son sang la teintait de noir.
Son énorme mâchoire claquait et il soufflait avec fureur. Dans sa folle et meurtrière agonie, il manqua de briser une autre pirogue. Il s'éloigna, fit volte-face et, à nouveau, chargea de toutes ses forces, la gueule grande ouverte. Les hommes étaient fatigués et il fallait se rendre à l'évidence. Même les plus habiles manœuvres n'auraient pas pu protéger l'embarcation du terrible choc qui causerait sa perte et la mort de son équipage. « Nagez! Nagez » hurla le second en regardant le monstre foncer vers lui. On nagea mais rien n'y faisait, il fallait s'avouer vaincu, Mokadic était le plus fort. Le second maudit son orgueil, ferma les yeux et murmura une prière. Mais bientôt, le grondement des flots se dissipa pour laisser place au silence et au clapotis de l'eau sur la coque. Un souffle fatigué tira le second de sa torpeur. En ouvrant les yeux, il s'aperçut que Mokadic s'était arrêté à quelques brasses de la pirogue. Il soufflait un sang obscur qui dégoulinait sur son corps pâle. « Hardi, mes amis, le voilà qui hisse le drapeau, c'est notre chance !» s'exclama le second. Une rapide manœuvre fut effectuée pour se placer le long du cachalot. Le second s'empara d'une nouvelle lance et la brandit dans les airs. Alors qu'il la plantait à la jointure du corps et de la tête pour y déloger la vie, ses yeux se baissèrent et rencontrèrent le gros œil du cachalot. Une pupille noire et dilatée, cerclée par un iris gris injecté de sang, le regardait tristement. La peau se plissa légèrement autour de l'œil avant de se détendre lentement. Le cachalot roula paisiblement sur lui-même jusqu'à ce que son ventre se trouve face au ciel. Mokadic, le seigneur des océans, la terreur du Pacifique, le cachalot pâle, au dos hérissé de 20 harpons, était mort. Il n'est pas toujours aisé de deviner qui est le héros de certaines histoires. Parfois il y en a plusieurs, parfois il n'y en a qu'un, parfois il n'y en a pas. Qui est le héros de cette histoire? Sont-ils deux? Y en a-t-il même un? Libre à vous de choisir. Comme quoi, même un flacon d'huile posé derrière le comptoir d'une taverne peut avoir des choses à raconter. Enfin, Mokadic a fait son temps, mais son nom, et les légendes qu'il a laissées dans son sillage demeurent, tout comme celles qui continuent de sillonner le monde. Elles changent, prennent des aspects et des formes façonnés par les époques et les langues qui les charrient, mais elles demeurent malgré tout. Parfois elles vivent, renaissent l'espace d'un instant, quand on prend le temps d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille.